Notre webinaire portera donc sur la mise en conformité et la validation des outils type de feuille Excel. Et pour ce faire, on se basera un petit peu sur les recommandations de l'ISO TR 80002. Alors, ma présentation sera découpée en 6 grandes étapes. Alors, je vais d'abord démarrer par une petite introduction. Ensuite, je vais vous décrire le domaine d'application et notamment vous donner les clés pour savoir quels sont les outils de type Excel qui sont à valider, donc quel fichier Excel vous allez devoir valider. Ensuite, je vais essayer de vous donner les bonnes pratiques principales à suivre lorsque vous créez un outil de type Excel. Je vais ensuite vous présenter une stratégie de validation pour valider ce type d'outil. Et enfin, je vais finir par une brève conclusion. Alors, à l'issue de cette présentation, notre objectif sera, on l'espère, de vous donner les clés principales pour identifier les types de feuilles Excel qui doivent être validés, et ce, conformément aux exigences de l'ISO 13485 dans sa version de 2016. De vous détailler les éléments indispensables pour être conforme aux réglementations et normes applicables, et aussi de vous aider et de vous donner une méthodologie pour valider ce type d'outils. Et pour ce faire, on se basera un petit peu sur les recommandations de l'ISO TR 80002. Alors, pourquoi avons-nous décidé de vous présenter ce sujet? Alors, notamment pour aider les entreprises du dispositif médical à répondre à une exigence de l'ISO 13485 dans sa version de 2016 qui demande de valider tous les systèmes informatisés qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de la qualité. En effet, on s'est rendu compte lors de nos différentes missions chez des clients que l'utilisation d'Excel pour créer des outils du système de management de la qualité était très répandue et que leur validation était souvent un sujet problématique. Alors, on va démarrer avec le domaine d'application, à savoir qu'on va se poser la question de savoir… Je t'interromps. Est-ce que ça ne serait Bien pas sûr. le moment de lancer notre premier sondage? Allez-y. Voilà. Donc, je vais le lancer et évidemment, le résultat sera partagé avec l'ensemble des participants. Donc, je vous demande d'être de bons citoyens du webinaire et donc de voter hein, ou de partager vos réponses. Voilà. Voilà, donc, je vois que tout le monde réalise son devoir de citoyen. Il vote. Donc, il me reste quelques personnes qui n'ont pas encore voté. J'ai un taux de participation quand même relativement fort, ce qui signifie, enfin, ce qui crédibilise, je dirais, les résultats. Hein. Voilà, j'ai 92% de personnes qui ont voté. Si tout le monde pouvait voter, ça serait absolument formidable. Voilà. Eh bien, donc, nous allons partager ce résultat. Voilà. Donc, on a quand même un bon tiers des participants qui ont des non-conformités sur les feuilles Excel. On est sur un échantillon, aujourd'hui, pour être très précis, de 106 personnes. Il y a quand même 106 personnes sur le webinaire. Hein. Donc, c'est quand même… voilà, c'est pas anodin comme réponse. Voilà. Je vais laisser Aurélie poursuivre et j'ai d'autres petites questions subsidiaires. Voilà. Je t'en prie, Aurélie. Oui, merci. Alors, la première question à se poser, c'est de savoir quels sont les fichiers Excel que nous devons valider. Alors, l'ISO 13485, dans sa version de 2016, demande de valider tous les logiciels de gestion de la qualité,
les logiciels qui sont utilisés pour la production ou la prestation de services et les logiciels qui sont utilisés pour la surveillance et les mesures. Et sont inclus dans toutes ces catégories tous les outils de type Excel, c'est-à-dire tous les fichiers Excel qui comportent des formules, enfin une ou des formules et des macros, et une ou des macros. Alors, en résumé, nous allons devoir valider tous les fichiers Excel qui comportent des formules et ou des macros et qui sont utilisés pour le design du dispositif médical, pour les tests, pour la validation d'un composant, pour la production, l'étiquetage, l'emballage, la distribution et le système de management de la qualité pour tout ce qui est assurance qualité. Alors, je vais à présent vous détailler les bonnes pratiques qui sont à suivre lors de la création ou à défaut pour la mise en conformité de vos outils type feuille Excel. Alors, pourquoi ces bonnes pratiques? Le point le plus important, c'est parce que ce sont des prérequis à la validation. Sans mettre en place ces bonnes pratiques, il sera très difficile de statuer sur un état validé de votre système. Et donc, toutes ces bonnes pratiques seront à mettre en place avant validation. Alors là, je vous ai mis un petit rappel de ce qu'est la validation d'un système informatisé. C'est la confirmation par l'examen et l'apport de preuves objectives que les spécifications d'un système informatisé sont conformes aux besoins et aux attentes des utilisateurs et que toutes ces exigences ont été prises en compte. Alors, la première bonne pratique sera de sauvegarder les outils dans un espace sécurisé et de toujours repartir du fichier disponible dans cet espace. C'est-à-dire que si on utilise un fichier Excel en tant qu'outil dans le cadre de la gestion de la qualité, il ne faudra pas de faire de sauvegarde en local. Et cela permet de garantir la reproductibilité de l'activité, c'est-à-dire que tous les utilisateurs utilisent la même version et uniquement la version validée. Ce qui impose donc qu'il faudra versionner vos outils de type Excel. Ensuite, ça permet aussi de garantir la pérennité de l'activité parce que ces espaces sécurisés sont sauvegardés et backupés et ça réduit le risque de perte de l'outil pour la société en cas de départ d'un employé, mais aussi en cas de perte, de vol ou de crash matériel. Désolée, il ne répond plus. Pardon. Ensuite, la deuxième bonne pratique, ce sera de protéger l'accès à votre outil de type Excel, soit par un mot de passe, soit en le déposant dans un espace avec un accès limité. Et quand on parle de protection, c'est protection en lecture et en écriture. Donc, ce sera à vous de décider qui aura accès à l'outil et qui pourra modifier l'outil et dans quelles conditions. Cela permet de garantir que seules les personnes autorisées et formées à votre outil ont accès à l'outil. Ceci permet de garantir la protection des données, mais aussi évite les mauvaises utilisations puisque seuls les utilisateurs formés auront accès à l'outil. Attention, en lien avec tout ça, il faudra mettre en place un process de gestion des mots de passe et ce process devra être documenté. La troisième bonne pratique sera de verrouiller les cellules avec des données fixes et les cellules avec des formules, qui contiennent des formules, et de verrouiller la structure du fichier. Cela permet d'éviter les modifications intentionnelles non tracées, c'est-à-dire qui seront réalisées hors gestion des changements. Ça permet aussi d'éviter les modifications accidentelles. Et ça permet de garantir le maintien de l'état validé, c'est-à-dire qu'aucune modification de l'outil ne sera faite sans évaluation du risque au préalable. On va aussi pouvoir appliquer une validation de données à toutes les cellules qui contiennent des données saisies manuellement et avec un format de données prédéfini. Et ceci permet de réduire le risque d'erreur lors de la saisie de données. Alors, dans ce cas-là, on pourra, par exemple, n'autoriser la saisie que de nombres entiers, ou alors que de nombres compris entre deux valeurs, ou alors n'autoriser que la saisie d'une date qui est postérieure à une autre,
ou encore pour tout ce qui est texte, n'autoriser que la saisie d'un certain nombre de caractères. Et ça, ce sera particulièrement utile si vous avez des numéros de lot ou des numéros de série à rentrer dans votre outil de type Excel, et ça permet donc de limiter les risques d'erreur de saisie. Pardon. Vous allez aussi pouvoir appliquer un code couleur pour classifier le type de cellule. Ceci est très intéressant parce que ça permet d'identifier rapidement les cellules qui sont à verrouiller ou non. Ça permet de réduire le risque d'erreur lors de l'utilisation parce que ça facilite la compréhension de l'outil auprès des utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils pourront facilement identifier via ce code couleur les cellules dans lesquelles ils doivent entrer des données et les cellules qui vont leur être utiles notamment pour tout ce qui est formule ou calcul. Et ça facilite également la validation. Alors là, on vous a mis un exemple de code couleur, mais après, libre à vous de choisir le code couleur qui vous convient le mieux. Alors là, par exemple, si je prends cet exemple-là, on avait décidé d'identifier en jaune clair toutes les cellules qui étaient destinées à recevoir des données. Donc, toutes les cellules dans lesquelles les utilisateurs entraient des données manuellement. Et forcément, ces cellules n'étaient pas verrouillées. Et par contre, en bleu clair, on avait décidé d'identifier toutes les cellules qui contenaient des formules de calcul. Et donc, ces cellules-là étaient verrouillées. Ensuite, il sera très important d'écrire une instruction de travail qui sera associée à chacun de vos outils de type Excel, et ce, pour garantir une bonne formation des utilisateurs. Ceci facilite le transfert d'activités, mais aussi le respect des instructions de travail réduit significativement le risque de commettre des erreurs, notamment en cas de nouvel arrivant, et aussi parce qu'on sait que l'interprétation peut être différente d'un utilisateur à l'autre. L'utilisation d'Excel peut être différente d'un utilisateur à l'autre, et ça permet aussi significativement de réduire les erreurs de saisie de données. Alors, si votre outil de type Excel génère des enregistrements électroniques, vous allez également pouvoir utiliser la signature numérique qui est disponible dans Excel. Cette signature est un tampon d'authentification électronique chiffré sur des données numériques. La signature confirme que les informations proviennent bien du signataire et n'ont pas été modifiées. Attention, dans Excel, cette signature doit être associée à un certificat de signature. Ça veut dire qu'au préalable, vous allez devoir demander auprès d'une autorité de certification de vous émettre un certificat. Et du coup, lorsque vous enverrez un document signé numériquement, vous envoyez également votre certificat. Après, bien sûr, libre à vous d'utiliser d'autres options comme utiliser un autre outil de signature électronique comme DocuSign ou Adobe Sign si vos enregistrements sont transformés en PDF. Et vous pouvez également intégrer vos enregistrements à votre GED si elle existe. La 8e bonne pratique sera d'activer le suivi des modifications. Alors, il permet de suivre les changements à chaque enregistrement. Et lorsque la fonctionnalité suivi de modification est activée, vous allez pouvoir tracer toutes vos modifications, à savoir chaque insertion, chaque suppression, chaque modification ou chaque mise en forme va être tracée dans votre suivi de modification. Alors, cette fonctionnalité apparaît donc comme une mesure de mitigation du risque et peut être très intéressante pour de nombreux fichiers Excel. Alors, je vais à présent passer à la partie validation. On a des questions, comment dire, Aurélie, Oui, pardon. sur justement la signature. Est-ce qu'on peut revenir sur ce slide-là et
vais essayer de trouver, de donner la parole à la personne qui a posé la question. Voilà, de lui ouvrir son micro. Enfin, il y en a deux, hein. Mais les deux ont, comment dire, ont posé la même question. Et après, alors, il y a une question très simple sur qu'est-ce que la GED. La GED, c'est une gestion électronique de documents, hein, voilà. Mais là, il y a tout un ensemble de questions voilà, sur la signature électronique. Donc, Pascal, je vous ouvre le micro. Est-ce que vous pouvez partager votre question avec l'ensemble des participants, puis on va essayer d'y répondre. Je pense que c'est Gaël qui va vous répondre. Oui, bonjour. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on entend par autorité de certification? D'accord. Ok. Gaël, est-ce que tu veux essayer de répondre? Je suis pas spécialiste de cette question-là sur Excel, mais en général, quand on utilise des certificats comme ça, donc soit pour du Excel, soit par exemple les certificats qui servent à valider les transactions sécurisées sur Internet, on passe par une autorité, un tiers en fait, qui souvent est agréé par soit par Microsoft en l'occurrence, soit par un autre prestataire pour être capable de générer des certificats qui authentifient, où ils ont authentifié une première fois la personne qui a fait la demande de ce certificat, et du coup et que la génération de ce certificat est conforme à un certain nombre de protocoles qui permettent voilà, souvent des protocoles de crypto qui permettent d'authentifier que que l'effet de signature est respecté, quoi. Donc en fait, c'est à la fois une identité et à la fois un protocole de sécurité qui est mis en place. Il n'y a pas tout le monde qui est agréé pour le faire. Et ça se passe au travers d'Excel ou c'est une manip particulière? Non, ça passe par une société tiers. Je crois que si vous allez sur le site de Microsoft, ils vous donnent un certain nombre, un panel de fournisseurs. De D'accord. fournisseurs de certificats. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous a montré Aurélie, c'est que l'intégration de la signature électronique qui fait usage de ce type de certificat est maintenant intégrée dans les versions récentes, je dirais, d'Excel. Tout à fait, oui. Ça ressemble un peu au PDF en fait, hein, Ouais, c'est un peu la même chose quand vous faites de la signature avec Adobe Sign ou avec DocuSign, enfin, surtout avec Adobe Sign. Vous avez, ou même à une époque, on faisait ça aussi sur les fiches d'impôt, ou voilà, en fait, c'est un certificat, c'est une clé en fait qui permet de, bon, pas entrer dans les détails techniques, quoi, mais qui permet d'assurer que le document est signé, et surtout d'assurer que si jamais on le modifie, ce document-là, que la signature n'est plus valable parce que, en fait, avec des calculs internes, il arrive à se rendre compte que la signature n'est plus valable par rapport au document, quoi. Hein. Sur un PDF, entre autres, je sais que ça verrouille le PDF. Est-ce que c'est pas la même chose sur Excel, par contre? Si, ça va être la même chose sur Excel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier, mais à ce moment-là, votre signature va être invalidée. C'est ça, d'accord. C'est le même principe. Même Ok. principe. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous aviez une autre question, Philippe, ou je continue? Pardon. Oui, il y a une autre question de Bérangère. Il faut que on va essayer de la retrouver et lui ouvrir son micro. Elle va poser sa question. Mais j'essaye de vous ouvrir le micro, mais par contre, c'est votre son qui est coupé, Bérangère. Donc, si vous voulez partager votre question. Bon,
c'est pas pour tout de suite, apparemment. On va essayer. Non. Bon. C'était une question sur l'audit trail qui gèle les fonctions filtres sur les feuilles Excel. Comment peut-on éviter ce souci? Bon, à ce moment-là, on en parlera peut-être un peu plus tard. Hein, ok, on continue, Aurélie? Oui. Oups. Alors, je vais à présent passer à la partie validation proprement dite. Alors déjà, petit rappel, pourquoi doit-on valider ce type d'outil? Alors bien sûr, pour satisfaire aux exigences réglementaires et notamment à l'ISO 13485 dans sa version de 2016. Mais la validation a aussi de nombreux avantages pour une entreprise, notamment d'augmenter la satisfaction des utilisateurs, puisqu'on va vérifier que notre outil répond bien aux exigences et aux besoins des utilisateurs. Ça permet aussi d'avoir une meilleure maîtrise du système, puisque la validation va permettre d'avoir une compréhension détaillée de notre système, mais aussi nous amène à documenter et à former les utilisateurs, ce qui empêche nombreuses dérives d'utilisation. La validation permet aussi d'avoir une meilleure maîtrise des coûts, puisqu'on réduit le nombre de non-conformités une fois le système en production. Et la validation permet aussi de faire gagner du temps aux utilisateurs en routine, puisqu'une fois que le système est validé, ils n'auront plus de de vérification à faire en routine. Alors, la stratégie à adopter pour valider votre outil de type Excel devra être proportionnée au risque, tel que nous le demande l'ISO 13485 dans sa version de 2016. Et pour ce faire, nous, on utilise les recommandations de l'ISO TR 80002 qui prône une approche de critical thinking, c'est-à-dire qu'elle nous demande d'analyser et d'évaluer tous les aspects de notre système afin d'identifier l'ensemble des activités de validation qui vont permettre d'avoir une confiance suffisante dans notre outil par rapport à l'utilisation souhaitée. Ça veut dire que même pour la validation des outils de type Excel, il n'y aura pas une stratégie de validation unique, mais la stratégie de validation va devoir être adaptée à chaque système. Et qu'entend-on par confiance suffisante dans notre outil? C'est-à-dire qu'il va falloir, lors de notre validation, prouver que l'utilisation de notre outil est sans risque pour le patient, la qualité du dispositif médical ou la conformité réglementaire. Alors, dans ce webinaire, je ne vais pas vous détailler comment mener une validation proportionnée au risque, parce que ce point, il a été longuement abordé lors de notre webinaire du 13 octobre dernier et qui avait pour sujet la validation des systèmes informatisés du système de management de la qualité des entreprises du dispositif médical. Et ce webinaire est disponible sur la chaîne YouTube d'ADN. Donc, je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse. Là, dans ce webinaire-là, je vais vraiment détailler les spécificités qui sont liées à la validation d'un outil de type Excel. Alors, lorsqu'on valide un outil de type Excel… Alors, Aurélie, excuse-moi, je t'interromps encore une nouvelle fois. Bien sûr. Est-ce que c'est le moment voilà, parce qu'on a vu qu'il y avait donc un bon tiers qui avait des non-conformités, de poser la question sur un autre sondage, hein, sur quelles sont les raisons de l'absence de validation, et avant que tu rentres dans le sujet. Et voilà, si vous voulez bien répondre les uns et les autres. Donc c'est assez instructif, hein. Voilà, il me reste encore peut-être une personne ou deux qui n'auraient pas voté.
Et je vais partager le résultat du sondage qui bon, évidemment, moi j'ai les résultats un peu en direct, hein, mais c'est assez, je pense, révélateur de la situation. Voilà. Alors, il y a une personne qui me dit c'est aussi parce qu'il y a des fichiers sauvages, c'est tout à fait vrai, hein. Mais je pense que ça, le résultat du sondage, là encore une fois, là on a presque 125 personnes, hein. Donc c'est quand même, l'échantillon est relativement large, donc ça donne un peu de la crédibilité au résultat, hein. Effectivement, pour un bon tiers, c'était pas la priorité. Et puis le reste, c'est à la fois réparti entre méthode et temps, hein. Donc je pense que c'est voilà, ça reflète bien la situation dans les entreprises. Bon, avec la pression réglementaire, bon, peut-être que les gens vont peut-être chercher peut-être un peu plus de méthode. En tout cas, c'est notre objectif, c'est de vous aider dans la recherche de la méthode qui sera adaptée à votre entreprise. Voilà, Aurélie, je te redonne la main. Merci. Alors, lorsqu'on valide un outil de type Excel, l'attention doit être portée sur 6 grands points. Alors, le premier concerne les données d'entrée. Et là, pour savoir si notre fichier est conforme ou comment on doit le valider, on peut se poser un certain nombre de questions, à savoir d'où proviennent ces données d'entrée, comment doivent-elles être entrées, mes utilisateurs sont-ils bien formés et comment limiter le risque d'erreur de saisie. Le deuxième point va se concentrer sur les formules et les macros. À quoi servent mes formules, mes macros? À quels besoins répondent-ils? Que calculent-ils? Et dans quel process interviennent-ils? Ensuite, on va se focaliser sur tout ce qui est à savoir si mon outil utilise de la validation de données, quel est l'objectif de cette validation de données et est-ce que je l'ai mis en place pour réduire un risque et si oui, lequel? Ensuite, on va s'attacher à tout ce qui est contrôle d'accès et on va se poser la question de savoir qui doit avoir accès à mon outil, qui doit avoir accès en lecture, qui doit avoir accès en écriture ou en modification. Est-ce qu'un processus de gestion des accès est mis en place? Et ensuite, on va se pencher sur la question de la sauvegarde et de la restauration de notre outil. Y a-t-il un risque de perdre notre outil, les données qui sont contenues dans notre outil? Et si oui, comment je peux réduire ce risque? Et le dernier point concerne la signature électronique, à savoir est-ce que mon système, est-ce que mon outil a besoin d'une signature électronique? Alors là, je vous ai détaillé les grandes étapes de la validation d'un outil de type Excel. Alors la première étape sera de faire votre analyse de risque. Et cette étape-là permettra de lister tous les risques qui sont liés à l'utilisation d'Excel et les moyens que vous allez devoir mettre en œuvre ou qui existent déjà pour réduire ce risque. Ensuite, vous allez déterminer l'intention d'utilisation de votre outil Excel et rédiger les spécifications. Pour ce faire, vous allez lister tous les paramétrages d'Excel que vous allez mettre en place, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurisation, donc le verrouillage des cellules, les accès limités, etc. Toutes les informations qui concernent les formules que vous avez mises en place ou les macros que vous avez mises en place, tout ce qui concerne la validation de données et aussi détailler le réel besoin des utilisateurs. Ensuite, on va passer à la vérification de tout ce qui est sécurisation, c'est-à-dire vous allez vérifier que vos cellules sont correctement protégées, qu'il y a bien en place une gestion des accès, que votre signature électronique est bien en place et que vous avez bien un système de sauvegarde et de backup. Ensuite, vous allez passer à la partie vérification du paramétrage hors sécurisation. Là, on s'attardera à vérifier que vos formules sont correctes, les macros fonctionnent comme attendu, que le format de cellules et les validations de données sont bien appliquées.
Ensuite, la 5e étape, ce sera de vérifier le résultat obtenu lorsque vous saisissez des données d'entrée. Vous allez vérifier que votre système répond bien comme attendu lors d'un cas d'usage. Donc, vous allez prendre tous les cas, enfin les grandes classes de cas d'usage que vous utilisez habituellement pour tester que votre système répond bien aux besoins des utilisateurs. La 6e étape, ce sera la vérification du résultat obtenu lors de la saisie de données, moi que j'ai appelé la spéciale, c'est-à-dire un peu tester le système dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire tester les valeurs nulles, tester l'absence de saisie, comment votre outil se comporte si vous oubliez de saisir une donnée ou si vous saisissez une donnée aberrante. Et ensuite, le dernier grand point, ce sera axé sur tout ce qui est formation des utilisateurs et documentation des instructions de travail. Donc, vous allez vérifier qu'il existe soit un guide utilisateur, soit une procédure, soit une instruction de travail. Et vous allez vérifier que vos utilisateurs sont correctement formés. Alors, concernant les livrables à fournir pour documenter cette validation, je vous présente ici une structure en 2 ou 3 documents, mais après, bien sûr, il est libre à vous de par exemple, regrouper toutes ces informations dans un seul document ou alors dans plusieurs documents. Et ça va dépendre de la complexité de votre outil et de votre politique de validation interne. L'important, c'est que toutes les informations et les preuves de votre validation soient bien documentées. Après, libre à vous de choisir le nombre de documents et la façon de les regrouper. Alors moi, personnellement, j'ai l'habitude de regrouper les validations des outils de type Excel sous forme de 2 ou 3 documents. Le premier document, ce sera le plan et le protocole de validation dans lequel on va trouver le plan de validation, les intentions d'utilisation, les spécifications et le plan de test. Et soit inclus dans ce document, soit en plus de ce document, en fonction de la complexité, on va retrouver l'analyse de risque avec ces mesures de mitigation du risque. Et ensuite, le 2e ou 3e document à rédiger en fonction de la place de l'analyse de risque dans votre validation sera de rédiger un rapport de validation qui inclut aussi le résultat des tests. Donc, dans ce document-là, on aura les résultats des tests et les preuves de test. On aura les anomalies, si on a détecté certaines anomalies, et les plans de rémédiation si applicable. On aura tout ce qui concerne la vérification de l'existence de la documentation et tout ce qui concerne les preuves de formation des utilisateurs. Et on finira par statuer sur l'état validé de notre système. Alors bien sûr, comme pour tout système informatisé, une fois que notre outil de type Excel sera validé, il faudra s'assurer que son état validé est maintenu pendant toute la durée de son utilisation et même lors du retrait. Il faudra tracer, suivre et évaluer chaque modification, puisque toute modification peut avoir un impact sur le statut validé de votre outil. Pour ce faire, il faudra dans chaque cas refaire une analyse de risque et pour chaque modification, déterminer l'impact sur la validation. Alors là, je vous ai un peu classifié le type de modification et l'impact sur la validation, mais voilà, ça c'est vraiment subjectif et ça, ce sera à vous de déterminer l'impact de la modification sur votre validation en fonction de votre analyse de risque et en fonction de votre procédure de gestion du changement. Alors là, par exemple, on considère que si une modification est considérée comme majeure, il va falloir revalider tout votre outil de type Excel. Si la modification est considérée comme modérée, vous allez pouvoir refaire une revalidation partielle de votre système. Et si la modification est considérée comme mineure, peut-être que l'analyse de risque sera suffisante et aucune revalidation ne sera nécessaire.
Avant qu'on continue, Aurélie, j'ai 2 questions. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on demande à la personne de les partager avec l'ensemble des participants? Oui, bien sûr. Allez, donc faut que je le retrouve. Voilà, donc Xavier, voilà, je vous ai autorisé à poser votre question. Alors, par contre, votre son est coupé, Xavier. Donc si vous voulez partager, voilà, c'est Oui, bon. bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Donc, c'est 2 questions. Alors, première question concernait la formation utilisateur. Pour un outil qui est très simple d'usage, est-ce qu'une information est-elle suffisante? Aurélie, je te laisse. Oui, je suis d'accord avec vous. On n'aura pas besoin de formation formelle, c'est-à-dire un formateur et un élève, comme on l'entend souvent pour un outil très simple. Par contre, je pense que même si l'instruction de travail est très simple et qu'elle fait qu'une page ou deux, je pense que c'est important quand même d'avoir une instruction de travail Ok, associée. ok, ça marche. Après encore, ça c'est à vous de juger en fonction de la complexité de votre système et de l'analyse de risque, de savoir quel Oui, type de document je dois mettre en place. Mais pour moi, ça c'est vraiment mon avis personnel, je pense que l'instruction de travail, même si elle est très simple, est indispensable. effectivement. Oui, voilà, c'était l'idée. Est-ce qu'il faut une formation formelle documentée? Non, si vous avez une instruction de travail et quelque chose qui prouve que vous avez informé vos utilisateurs de l'existence de cette instruction de travail, pour moi, c'est suffisant. Ok, très bien, merci. Deuxième question, c'était au sujet du plan de test. Est-ce qu'il serait envisageable de considérer les résultats de l'analyse de risque comme un plan de test? Des mitigations du risque, de la présence d'un risque ou non via un test. Oui, par contre, si dans votre analyse de risque, vous identifiez des mesures de mitigation du risque, ces mesures-là devront faire partie de votre plan de test, à savoir que vous allez devoir vérifier que vos mesures de mitigation du risque, qu'elles soient externes ou internes à votre outil de type Excel, ont bien été mises en place et ont bien été vérifiées. C'est-à-dire que vous allez devoir apporter la preuve que vos actions de mitigation du risque sont bien en place, au même titre que vérifier une autre fonctionnalité du système. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait intégrer ces actions de mitigation dans l'analyse de risque et de dire qu'elles ont bien été mises en place via un test en outcome de l'analyse de risque, pour éviter de faire un plan de test. C'est-à-dire qu'on fusionnerait le plan de test et l'analyse de risque. Oui. Alors moi, après, je pense qu'en termes documentaires, la façon de structurer de la documentation n'est pas si importante que ça. Je pense que l'important, c'est que vous puissiez démontrer que vous aviez une maîtrise et que tout est documenté quelque part et que vous avez la preuve de ce que vous avez fait à un endroit ou à un autre. Après, si votre structure, si votre structure est cohérente et qu'on comprend bien votre démarche de validation, pour moi, peu importe comment vous l'avez structuré. Est-ce que vous l'avez appelé plan de test ou est-ce que vous l'avez appelé vérification des mesures de mitigation du risque et que vous l'avez structuré d'une autre manière? Pour moi, peu importe. L'important, c'est d'avoir la preuve documentée que vous maîtrisez votre système. Ok, très bien, merci. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. ok, super. Alors, on a d'autres questions. Mais peut-être, enfin bon, on a un petit peu de temps là, mais alors, il y a Arnaud qui a une question qui mérite peut-être un peu d'explication. Donc Arnaud, j'essaye de vous ouvrir votre micro, mais il faut que vous activiez votre son. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Alors Arnaud, il a une question difficile. Attention Aurélie, prépare-toi. Mon point est de savoir si on a un double check des données par deux opérateurs différents.
Est-ce que ça peut être considéré comme une méthode de mitigation du risque? Et le corollaire de cette question, c'est comment valider que ce double check est correct et validé en fait. Alors oui, pour moi, là, clairement, vous êtes dans une mesure de mitigation du risque. Par contre, il faudra… Je l'entends utiliser mitigation, mais en français, c'est atténuation, si je peux me permettre. Atténuation, pardon, oui. Oui, pardon, c'est moi qui l'utilise. Je fais du franglais, Non, mais tout le désolée. monde l'utilise, oui, en fait, atténuation. Du coup, oui, là, vous êtes clairement dans une mesure d'atténuation du risque. Par contre, qui dit mesure d'atténuation du risque, pareil, il faut que vous puissiez prouver qu'elle est bien mise en place. C'est-à-dire que vos utilisateurs qui font ce double check sont bien formés Oui. et qu'il y a une procédure existante qui documente que vous faites bien ce double check. Alors, la procédure existe. On a identifié, nous, des opérateurs, on va dire, simples et des opérateurs plus qualifiés qui, eux, sont habilités à faire ce double check. Et au fur et à mesure du temps, les opérateurs simples deviennent qualifiés. Mais la question, c'est dans une stratégie en fait de documentation. On a une liste, nous, de nos opérateurs qualifiés, de nos opérateurs simples. Mais comment valider en fait de manière réglementaire, on va dire, que le double check a été fait? Est-ce qu'une double signature électronique suffit ou est-ce qu'il faut un autre document? Oui, par contre, il faut que quelque part il y ait la trace que tous les opérateurs, il faut que vous ayez quelque part la trace que tous les opérateurs qui ont fait la vérification l'aient bien faite. Alors là, du coup, ce que je comprends pas, c'est vous faites la vérification. Enfin, comme je connais pas trop votre outil type Excel, Alors, mais ils font la vérification de la saisie d'entrée, des saisies d'entrée voilà, ou de voilà. l'exécution des données de sortie. Alors non, c'est de la saisie d'entrée parce que la génération des données de sortie est automatisée. C'est-à-dire que l'opérateur intervient sur la feuille 1, on va dire. Il y a beaucoup de calculs qui sont faits sur la feuille 2, mais qui ne sont pas apparents. Et la feuille 3 ordonne les résultats. D'accord, donc là, c'est juste une mesure de mitigation du risque d'une l'entrée. erreur de saisie de données d'entrée. Oui. Oui, et donc il faut que vous ayez un moyen de prouver qu'il y a un opérateur qui a bien fait la vérification de la saisie de données d'entrée. Si D'accord. c'est votre process de mitigation du risque qui est en place. Alors, c'est une partie du process de mitigation. Il y a aussi la recette de nos fichiers Excel de calcul. Mais est-ce que ce document-là peut être exigé par un de nos clients? Oui, je pense qu'on devrait pouvoir retrouver qui a fait cette double vérification. D'accord. Je ne sais pas si vous avez un moyen de on tracer a la ça, mais pour moi, il faudrait qu'on trouve quel opérateur a fait votre double vérification. On a forcément la Pouvoir trace sur les distinguer, par exemple, un fichier Excel où il y a eu une double vérification d'un fichier Excel où il n'y en a pas eu, pour éviter aussi le risque d'erreur qu'il y ait une partie des données qui soit oubliée, quoi. Qu'une fois, il y a un opérateur qui vérifie bien les données et que l'autre fois, enfin, pouvoir distinguer vraiment lequel a fait l'objet d'une double vérification de celui qui n'a pas encore fait l'objet d'une double vérification. D'accord. En fait, c'est pour simplifier les choses, hein, c'est de la saisie de données brutes manuelles dans un fichier Excel de calcul. Donc, on a l'opérateur. Pardon? Oui, c'est un cas d'usage relativement répandu. Mais il faut bien que l'opération de vérification elle soit tracée quelque part et que vous puissiez justifier a posteriori qu'elle a bien été faite. Oui, on a en fait des gens qui sont plutôt dans le département qualité qui certifient que la retranscription des données manuelles dans le fichier Excel est exacte et que voilà, le résultat obtenu correspond bien au résultat observé. Bon, là, par rapport au nombre de personnes qui assistent au webinar, on ne peut pas rentrer dans votre
J'entends bien, j'entends bien. particulier. Voilà, mais par contre, ce qui est intéressant dans le sujet que vous évoquez là, c'est le sujet de la retranscription et le sujet des interfaces et donc le sujet aussi de savoir, parce que là, je devine un petit peu, mais je peux me tromper, que finalement, c'est peut-être aussi le cas de, bon voilà, vous faites un double check, vous faites des calculs dans votre feuille Excel, mais est-ce que finalement, ces calculs, ils ne pourraient pas être intégrés dans l'outil qui génère les données sources, quoi, hein. Bon, ça, c'est un sujet qu'on va voir parce qu'il faudra se poser la question sur la conformité des feuilles Excel, si parfois, en fait, Excel reste, je dirais, l'outil pérenne. Voilà, il y a des cas de figure où finalement, bon, si on regarde bien, sur des choses entre guillemets relativement simples, ça peut être intégré en amont ou en aval. Et donc, du coup, Mais le problème aussi, c'est que Excel, c'est le logiciel d'analyse et de calcul qui est le plus répandu. Il existe bien sûr des logiciels beaucoup plus performants et peut-être de meilleures factures, mais les clients auxquels nous avons affaire ne sont pas du tout enclins à acheter une licence. ouais. Donc dans ces cas-là, il faut suivre un petit peu les recommandations proposées par Aurélie, quoi, hein. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. On te laisse continuer. Ok, Aurélie ? je n'avais plus que la conclusion qui va être très brève, parce qu'en fait, tout ce que je voulais vous dire en conclusion, c'était que votre processus de validation qui est mis en œuvre pour une feuille Excel restera le même que pour un autre système, c'est-à-dire que l'important, c'est de pouvoir fournir une preuve qui est documentée, que vous maîtrisez bien les risques qui est lié à l'utilisation de votre outil de type feuille Excel et que votre feuille Excel répond bien aux attentes des utilisateurs. Après, j'avais une dernière slide concernant les services proposés par ADN. Je ne sais pas si Philippe, vous voulez détailler ce point-là. Oui, je peux le détailler. Donc, dans les services proposés par ADN, on a bien évidemment l'accompagnement pour la mise en place d'une politique de validation, la dimension procédurale, hein, autrement dit la dimension validation, et également aussi les modèles de feuilles. C'est quelque chose qu'on n'a pas ou peu, je dirais, développé là. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens essayent de valider une feuille Excel, mais en fait, il y a beaucoup qui ne savent pas en fait qu'il est possible il vaut mieux valider en fait des modèles de feuilles, hein, de manière à ce que quand les gens créent des feuilles, eh bien en fait, ils les créent à partir d'un modèle et c'est ce modèle qui est validé, hein. Donc ça, c'est important parce que c'est sur ce modèle-là qu'on va mettre tous les contrôles et donc la nouvelle feuille va hériter de l'ensemble des contrôles qui auront été mis sur ces modèles, hein. Vous avez pu voir que à travers nos réponses, que Excel propose de plus en plus de solutions techniques en termes de conformité, qu'il faut bien sûr contextualiser par rapport à votre niveau de risque, hein, mais qu'il y a de temps en temps quelques axes de progrès. Bon, on est capable de faire, je dirais, des choses relativement poussées, mais là, à ce moment-là, il faut faire un petit peu de développement complémentaire. Et donc, ça fait partie également aussi des choses que ADN est susceptible de vous proposer, hein. On fait des évaluations de conformité de vos feuilles Excel pour vous proposer des solutions dites de remédiation. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. La solution de remédiation peut être, il y a souvent des multitudes de solutions, hein. On a fait des choses très contraignantes pour certains très grands laboratoires pharmaceutiques. On a fait des choses moins contraignantes pour des entreprises de dispositifs médicaux.
bon, nous, on essaye de proposer des solutions, je dirais, raisonnables, qui fassent que ben, vous puissiez, je dirais, soyons clairs, éviter la non-conformité, mais avec un effort qui soit adapté à la taille de votre entreprise, bon, sachant qu'on a quand même des zones qui sont plus exposées que d'autres d'un point de vue réglementaire. Voilà, je ne sais pas s'il y a un autre slide, Aurélie? Non, peut-être pas. Merci de votre attention. Donc, Voilà, il nous juste reste une slide de lancement. quelques minutes pour répondre d'une manière, je dirais, à tout un ensemble de questions.